Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs, chères consoeurs, chers confrères, chers amis, ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Lamartine ne pouvait mieux dire à quel point le temps passe vite. Nous étions, Madame la Ministre, il y a pratiquement un an, jour pour jour, à Pau, chez votre prédécesseur. Et nous avions, à l'époque, consacré nos travaux au sujet de l'exercice libéral de la mission de service public. En effet, après les tempêtes successives qu'elle avait subies ces dernières années, la profession avait souhaité mettre l'accent sur les différents modèles de gestion du service public. Les interventions des experts, universitaires, économistes, hauts fonctionnaires et professionnels avaient montré qu'il n'y avait pas un seul et unique modèle. Ainsi, dans certains domaines régaliens comme la sécurité ou la justice, ou dans des secteurs tels que la santé ou l'enseignement, des délégations de services publics pouvaient avec succès, dans un cadre strictement réglementé et sous le contrôle de la puissance publique, être confiées à d'autres acteurs que les agents de l'État. Le modèle des greffiers des tribunaux de commerce, que nous défendons avec conviction et enthousiasme, en est un exemple révélateur. Il constitue en effet un point d'équilibre entre les exigences liées aux missions de service public et l'efficacité d'une délégation confiée à des professionnels libéraux nommés par le ministre de la Justice et exerçant sous le contrôle du ministère public. Cette spécificité que nous avions mise en avant l'année dernière nous renvoie directement au sujet de la juridiction commerciale 2.0, thème central de notre congrès de La Rochelle. Sans revenir sur les échanges du jour, et avant d'aborder l'actualité et les perspectives de la profession, je tiens à remercier chaleureusement chacun des intervenants qui se sont succédés à la tribune avec brio. La dématérialisation et la digitalisation sont, depuis de longues années, des sujets connus des greffiers de commerce qui ont su anticiper et mettre ces innovations au service de la justice commerciale et plus généralement des entreprises. Aussi, nous nous félicitons que cette révolution numérique devienne aujourd'hui un enjeu de société et un objectif politique enfin clairement affiché dans un calendrier proche. Nous avons commencé ce matin nos travaux avec une introduction théâtrale décalée d'une justice entièrement robotisée pour aborder ensuite cette thématique sous des angles juridiques, techniques, philosophiques et prospectifs. Nous avons pu voir que la juridiction commerciale d'aujourd'hui bénéficie déjà de ces innovations et comment le futur tribunal des affaires économiques, si cher au président Richelme, qui sait pouvoir compter sur mon soutien, sera encore plus efficace demain avec la signature électronique des jugements et l'identité numérique des entreprises. La synthèse des travaux nous permettra de remettre en perspective ces différentes évolutions et je remercie par avance le professeur Dondero qui se livrera tout à l'heure à l'exercice de cette tâche particulièrement délicate. Je le disais à l'instant, la profession a pris depuis longtemps le virage du numérique. Il y a maintenant quelques années, le Conseil national avait publié un ouvrage rappelant les actions réalisées et présentant les projets en cours dans le domaine de la dématérialisation au service de la justice commerciale et des entreprises. Tout au long de l'année écoulée, et en particulier à l'occasion des dernières campagnes électorales, nous avons eu à cœur de valoriser cette expertise afin de renforcer la transparence économique et d'améliorer la justice commerciale.
Les nouvelles technologies mises en œuvre permettent un accès plus facile, une sécurité juridique accrue et une diffusion élargie de l'information. Mais la digitalisation n'a pas été considérée comme une fin en soi. Elle doit être au service d'une grande cause et de l'intérêt général. C'est ce que nous nous efforçons de faire dans l'accomplissement de l'œuvre de service public, notamment dans la tenue des registres de publicité légale. Le dernier exemple marquant est celui du registre des bénéficiaires effectifs, le fameux RBE, dont la gestion a récemment été confiée aux greffiers des tribunaux de commerce. À peine plus de 2 ans se sont écoulés entre la publication de la 4e directive européenne en mai 2015 et la parution du décret du 12 juin 2017 qui organise sa mise en œuvre dans notre droit interne. Alors que certains esprits chagrins doutaient de notre capacité à relever ce défi, nous avons démontré que nous pouvions être opérationnels en des temps records. La gestion du registre des bénéficiaires effectifs par les greffiers constitue en effet un événement majeur à plusieurs titres. D'abord, en opérant son ouverture à l'Europe, la profession a réussi à surmonter ses propres limites et à dépasser ses frontières traditionnelles. Et je veux profiter de l'occasion pour rendre ici hommage à mon prédécesseur Philippe Bobet qui, pendant sa présidence, a beaucoup œuvré pour arriver au succès que nous connaissons aujourd'hui. J'associe volontairement à cette réussite les membres des bureaux du Conseil national présent et passé, les consoeurs et confrères des commissions juridiques et du développement du numérique, le GIE Infogreffe, bien entendu, les groupements informatiques et bien sûr l'ensemble des collaborateurs de la profession. La prise en charge du registre des bénéficiaires effectifs par nos soins est aussi importante dans la mesure où elle marque la reconnaissance publique de la qualité du travail réalisé au quotidien par la profession que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter. Les services de notre ministère de tutelle, Madame la Ministre, et du ministère de l'Économie se sont rendus dans un greffe de tribunal de commerce. Ils ont pu mesurer l'ampleur et la complexité des tâches accomplies dans la tenue des registres d'information légale. Il est désormais admis que l'idée répandue selon laquelle il suffit d'appuyer sur un bouton d'ordinateur relève d'un pur fantasme hors de propos. En effet, et sans revenir sur les débats de la journée, nous n'avons pas encore trouvé les outils pouvant se substituer au contrôle humain juridique sûr, complet et pertinent sur lequel le greffier engage aujourd'hui sa responsabilité personnelle. D'une obligation née d'une directive européenne, la France est aujourd'hui dotée d'un registre d'informations légales précieux aux entreprises, aux banques et à tous les acteurs économiques, mais aussi à l'État. En effet, et c'est un motif de satisfaction supplémentaire que de constater que le RBE permet aux greffiers de commerce de renforcer leur rôle d'acteurs dans la lutte contre la fraude et le blanchiment. Et voilà une excellente transition pour évoquer le fichier national des interdits de gérer. Après avoir tenu notre engagement pris il y a 1 an à l'occasion du Congrès de Pau, nous avons mis en place le FNIG, Fichier national des interdits de gérer, qui regroupe les décisions non seulement des tribunaux de commerce, mais également des juridictions civiles et pénales par lesquelles les dirigeants d'entreprise sont frappés d'une interdiction de gérer. Ce fichier, alimenté au fil de l'eau, sera progressivement enrichi de l'historique des décisions. Faut-il rappeler que ce fichier tenu sans frais représente pour la profession un investissement de 500 000 € auquel la Caisse des dépôts, dont je salue ici les représentants, nous apporte un soutien important. Le Conseil national est maintenant régulièrement sollicité sur la consultation du fichier national des interdits de gérer, tant par les administrations publiques que par des particuliers. Les modalités pratiques de transmission des décisions civiles et pénales font l'objet de réunions régulières des services sous la coordination du secrétariat général de la Chancellerie, en particulier en la personne de M. Luc Ferrand, que je remercie encore d'avoir accepté de participer à notre table ronde. Je me félicite de l'avancée de ces travaux,
car lorsque la constitution de la base des décisions sera achevée, les demandes de consultation seront nombreuses et très précieuses pour leurs auteurs. Vous avez compris, Madame la Ministre, qu'avec le fichier national des interdits de gérer et dorénavant avec le registre des bénéficiaires effectifs, les greffiers ont gagné leur titre d'acteurs de confiance dans la lutte contre la fraude et le blanchiment. Je sais que ces deux outils répondent à un vrai besoin des acteurs économiques, mais aussi des autorités publiques. Les événements dramatiques que nos démocraties européennes connaissent en matière de terrorisme exigent que chaque État puisse se doter des outils permettant de lutter efficacement contre les circuits financiers clandestins. Je me félicite que le rapport d'activité 2016 de Tracfin mentionne le partenariat renforcé avec notre Conseil national en observant que les informations de soupçons transmises par les greffes avaient considérablement augmenté entre 2015 et 2016. Notre collaboration se poursuit dans le cadre de réunions de travail sur la cartographie des risques et nous pouvons vous assurer de notre détermination à continuer d'œuvrer dans l'intérêt général. Madame la Ministre, je me dois d'évoquer également devant vous le projet du registre des insolvabilités. En exécution du règlement européen du 20 mai 2015, la France s'est engagée à créer ce registre qui regroupera les entreprises soumises à des procédures collectives. Les registres des États membres ont vocation à être interconnectés afin notamment de mieux organiser les procédures principales et secondaires, d'assurer une meilleure publicité des procédures ouvertes dans les différents États membres, de coordonner l'appréhension du patrimoine du débiteur qui exerce son activité dans plusieurs États, de prévenir le forum shopping et donc de lutter contre les fraudes. Les greffiers des tribunaux de commerce, qui sont à la source des décisions d'insolvabilité, ont été étroitement associés à ce projet par la Chancellerie et sont appelés à jouer un rôle majeur en la matière. Permettez-moi d'en profiter pour évoquer également devant vous un sujet en lien étroit avec la transparence et l'information économique. Je relisais récemment le livre blanc de la profession et plus particulièrement les 30 propositions que nous avions publiées en 2011. Si l'on peut se réjouir du chemin parcouru en constatant que nombre de ces propositions ont aujourd'hui abouti, certaines d'entre elles sont restées lettres mortes alors qu'elles deviennent d'une actualité pressante. Je pense en particulier au paysage associatif qui manque cruellement de transparence. Saviez-vous que si seulement 12% des associations emploient des salariés, le secteur associatif représente néanmoins près d'un salarié privé sur 10? Saviez-vous que c'est dans la gestion des services économiques et dans l'hébergement social ou médico-social que la proportion d'associations employeuses est la plus forte? Saviez-vous que les ressources courantes du secteur associatif s'élevaient en 2013 à 104 milliards d'euros, dont 94 milliards uniquement pour les associations employeuses, en ce, bien entendu, non compris les avantages en nature sous forme de mise à disposition gratuite de locaux, équipements ou matériel de fonctionnement. Alors qu'il est admis que les associations assujetties à la TVA ou qui emploient plus de 10 salariés ont un véritable impact économique, elles ne sont répertoriées sur aucun registre de publicité légale, leur seule obligation étant de se déclarer en préfecture sans que ne soit exercé le moindre contrôle sur la conformité de l'association aux lois et règlements. La seule communication possible des informations sur les associations repose sur les documents déposés en préfecture qui sont malheureusement très rarement tenus à jour. Aucune fiche d'identité n'est actualisée lors de chaque déclaration modificative, contrairement à ce qui est prévu pour le registre du commerce, de sorte que la vision sur la structure humaine et financière des associations est totalement opacifiée. Aujourd'hui en France,
Seules les associations qui émettent des obligations doivent s'immatriculer au registre du commerce. Il est intéressant d'observer ce qui se passe chez nos voisins européens. On s'aperçoit qu'en Allemagne, les associations sans but lucratif ont la personnalité juridique une fois immatriculées dans un registre des associations, après qu'il ait été vérifié que celles-ci ne relèvent pas d'un autre statut juridique. Au Luxembourg, les associations doivent également s'inscrire au registre des sociétés. Parmi les 5 propositions pour renforcer la transparence économique et améliorer la justice commerciale, adressées au printemps par le Conseil national des greffiers aux candidats aux élections présidentielles et législatives, il est suggéré que soient à l'avenir immatriculées au registre du commerce les associations assujetties à la TVA ou qui emploient plus de 10 salariés. Il ne s'agit absolument pas de stigmatiser ou d'alourdir la liberté d'association, mais au contraire de sécuriser celles qui ont un impact économique, de les protéger contre les fraudes extérieures et de prévenir l'utilisation abusive de ce statut. L'honneur qui est le mien aujourd'hui de présider la profession me permet, à l'instar de mes prédécesseurs présents dans cette assemblée et que j'ai plaisir à saluer, de confirmer à quel point le nombre de sujets que doit traiter le Conseil national est impressionnant. Nous avons l'habitude de dire, et je vous le rappelais en vous accompagnant, Madame la Ministre, que nous sommes une petite profession avec seulement 134 lieux d'exercice, à la différence de nos grands frères notaires ou huissiers de justice. Et parmi les innombrables sujets qui nous échoient, certains se règlent par le bon sens, d'autres sont provisoirement ou définitivement oubliés par manque de volonté politique, par suite de divergences d'interprétation ou par une ignorance des réalités du terrain. Quoi qu'il arrive, notre préoccupation permanente de la défense de l'intérêt général dans un souci d'efficacité nous maintient dans une position de force de proposition. Même si celles-ci sont nombreuses, je me concentrerai, si vous le voulez bien, sur 2 sujets principaux. Le premier a été évoqué par le président Richelme lors de la table ronde, et je sais qu'il sera au centre du prochain congrès des juges consulaires. Nous partageons pleinement, Monsieur le Président, votre idée d'élargissement des compétences des tribunaux de commerce que vous proposez d'appeler tribunaux des affaires économiques, notamment dans le domaine de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises qui, par souci de lisibilité, de transparence et de simplification, doivent être exercées de manière totalement homogène. La dichotomie actuelle n'a plus de justification, dans la mesure où les textes appliqués sont les mêmes, quelle que soit la nature de l'activité ou le statut du débiteur. De la même manière que l'on retrouve les mêmes créanciers institutionnels dans tous les dossiers, les auxiliaires de justice sont choisis dans la même liste de professionnels. En plus d'assurer l'égalité de traitement entre tous les acteurs économiques, cette réforme serait également source d'économies budgétaires, puisqu'elle permettrait aux magistrats des juridictions civiles de recentrer leurs compétences sur leur cœur de métier. Les thèmes de la rationalisation des procédures, de l'égalité de traitement et de la réduction des dépenses publiques m'amènent directement à évoquer devant vous le sujet des départements et régions d'outre-mer. Les entreprises ultramarines se plaignent depuis de nombreuses années, et plus récemment encore par la voix des professions du chiffre et du droit, des dysfonctionnements quotidiens du registre du commerce et des sociétés, actuellement tenus par les greffes des tribunaux mixtes de commerce composés d'agents de l'État. Les difficultés relevées par le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, et même la Cour des comptes, n'ont cessé de se dégrader malgré les moyens supplémentaires engagés par l'État. Alors que la loi du 28 mars 2011 a décidé que les greffes de tribunaux mixtes de commerce seraient désormais assurées par des greffiers de tribunaux de commerce, et que le décret du 30 mars 2012 a précisé les conditions de mise en œuvre de ces transferts, aucun arrêté d'appel à candidature n'a été publié.
permettez-moi de penser que les raisons de cette inertie, bien antérieure à votre prise de fonction, Madame la Ministre, sont d'ordre purement idéologique, et d'être choqué que l'idéologie prenne le pas sur l'efficience du fonctionnement du service public. Aussi, Madame la Ministre, pourquoi ne pas publier aujourd'hui cet arrêté d'appel à candidature, dont les services de la Chancellerie avaient à l'époque rédigé un projet avant que ce regrettable coup d'arrêt ne soit donné. Accordez-moi de penser que ma démarche n'a rien de corporatiste, puisque les nouvelles conditions d'accès à notre profession récemment publiées vous laissent le libre choix des candidats à l'exercice de ces fonctions dans les offices nouvellement créés. Voilà pour moi l'occasion d'évoquer les textes récents sur l'accès à notre profession, qui sont le résultat de nombreux échanges avec vos services. Sans remettre en question le principe du concours calqué sur celui de la fonction publique, nous avons contesté un certain nombre de ces modalités de mise en œuvre, inadaptées à notre statut d'officier public et ministériel, et contraires à notre sens au caractère libéral de l'exercice de notre activité. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes inclinés devant les arbitrages rendus, afin de ne pas mettre en péril la qualité de la mission de service public qui nous est déléguée. Aussi, en application de l'article AD 742-2 du Code de commerce, qui confie au président du Conseil national des greffiers le soin de fixer les dates du concours, j'ai l'honneur de vous confirmer que les épreuves d'admissibilité au concours auront lieu à Paris le 8 février 2018 et que les épreuves orales d'admission se dérouleront dans la semaine du 26 mars 2018. Vous voyez qu'il s'agit là d'une formidable opportunité d'ouverture de la profession à de nouveaux greffiers de commerce pour relever dans les départements et régions d'outre-mer un challenge dont tout le monde s'accorde à dire qu'il sera passionnant. J'ai confiance dans l'avenir dont nous souhaitons être les acteurs, je dirais même les bâtisseurs. Voilà, Madame la Ministre, les différents sujets qu'il m'apparaissait important de développer devant vous. Au travers de mes propos, vous aurez compris que la profession que j'ai l'honneur de représenter n'a pas pour habitude de se tourner sur son passé. Nos travaux d'aujourd'hui montrent, au contraire, que dans une démarche prospective, nous nous projetons obstinément vers l'avenir. Et j'ai, pour cette raison, fait le choix de ne pas revenir sur la période de fort traumatisme récemment traversée par les professions réglementées du droit, ni sur les quelques assouplissements apportés par le Conseil d'État aux différents textes publiés. Cela étant, et pour terminer, on entend dire ça et là qu'il pourrait y avoir des tentations de légiférer à nouveau sur certains points déjà traités dans la loi du 6 août 2015 sur la croissance. Alors que le Conseil constitutionnel avait clairement précisé que les tarifs des professions réglementées devaient être calculés acte par acte, un projet de loi est sur le point d'être déposé pour introduire la rentabilité des offices dans la fixation des tarifs, au motif que l'examen des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable propre à chaque acte serait trop long à mettre en place. Je constate avec regret que la difficulté de la tâche puisse décourager les départements ministériels qui en ont la charge. Une mission difficile n'est pas forcément impossible à réaliser si l'on veut bien prendre le temps nécessaire à une réalisation sérieuse. C'est pourquoi, avec les autres professions du droit, nous serons attentifs à l'évolution de ce dossier et nous restons bien entendu à votre disposition pour accompagner vos réflexions. Madame la Ministre, je vous remercie infiniment de votre attention, de votre patience et je vous invite bien volontiers à me rejoindre au micro.